Donc nous allons clore ce cours en nous posant la question de la nature du champ électromagnétique dans le cadre relativiste. Alors pour ce faire, nous allons commencer par une question qui est très simple, c'est de définir ce qu'on entend par champ électromagnétique. Alors évidemment, il y a différentes façons plus ou moins abstraites de répondre à cette question. Celle que nous allons prendre est assez pragmatique finalement, et consiste à dire que le champ électromagnétique existe par son action sur la matière. C'est-à-dire, on constate que lorsqu'il fait sec, il y a l'électricité statique dans les vêtements, on constate que les aiguilles des aimants sont attirées vers le pôle Nord, etc., etc. Donc on constate qu'il y a l'espace est immergé dans un champ, et ce champ agit sur la matière via des forces. Et après des décennies, voire des siècles d'études, les physiciens ont établi les lois de ces forces et ont pu montrer qu'à chaque particule était associée une charge électrique. Donc on a conventionnellement dans le système international fixé la charge d'une particule spéciale, l'électron, à cette valeur-là, en coulomb, ça fixe le coulomb. Et lorsque l'on pose une particule de charge donnée dans l'espace, eh bien on se constate qu'en l'absence d'autres effets évidemment, il s'exerce sur cette particule une force qui prend la forme suivante: Q, sa charge, E plus V vectoriel B, donc V la vitesse de la particule, et ce qu'on appelle E et B, c'est le champ électrique et le champ magnétique. Et donc si vous voulez savoir ce que c'est que le champ électrique et le champ magnétique, vous prenez un électron, on a fixé sa charge par convention, on le lâche dans un point de l'espace avec différentes vitesses, on mesure pour chacune de ces vitesses la force et donc son accélération, et on en déduit à l'endroit en question, eh bien, le champ E, par exemple quand vous lâchez sans vitesse, et le champ B lorsque vous regardez la dépendance en vitesse de la force. Voilà, donc ça c'est une définition très pragmatique, très concrète de ce que c'est que le champ électromagnétique. Vous prenez une particule de charge donnée que vous connaissez, vous la lâchez en un point de l'espace, vous regardez son accélération et vous connaissez la valeur de E et de B. Alors maintenant, ça c'est notre définition de E et B. Si on rajoute à ça le principe de relativité, qui est que les lois de la physique doivent être les mêmes dans tous les référentiels galiléens, eh bien si vous faites exactement la même expérience dans un autre référentiel, eh bien vous devez constater que si vous prenez votre électron, que vous lâchez avec une vitesse v, eh bien il s'exerce sur lui une force de cette forme-là. Mais ce que nous allons voir, c'est que si vous voulez que cette loi soit compatible avec le principe de relativité galiléenne, eh bien la valeur de E et de B doivent dépendre de l'observateur. Le champ électrique et le champ magnétique ne sont pas des grandeurs qui sont absolues, elles vont dépendre de l'observateur si, de nouveau, on définit le champ E et B via cette force de Lorentz. Alors pour ceci, c'est très simple, hein, on va considérer qu'on est dans un référentiel R, et donc sur l'électron, on s'exerce une force F égale QE plus V vectoriel B. Donc on est dans le cadre galiléen ici, donc ça veut dire que si je me place dans un référentiel R', eh bien la force subie par cet électron sera toujours la même, puisque d'après le principe fondamental, F égale dp sur dt, et quand on va passer d'un référentiel à l'autre, la quantité de mouvement, la vitesse est simplement modifiée par une constante, qui est la vitesse relative entre les deux référentiels, et donc la force est la même dans les deux référentiels. Donc on va avoir un F qui va être égal à Q. Alors on va mettre un E', j'anticipe un peu sur le fait que la valeur de E et de B dépend du référentiel, mais enfin, a priori, il n'y a pas de raison qu'il reste invariant. E' plus V', la vitesse de la particule dans le référentiel en mouvement, vectoriel B'. Et donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on sait que V' est égal à V moins grand V, donc ça, c'est la vitesse de R' par rapport à R. Donc si je remplace petit v' par petit v moins grand v, eh bien cette force F, c'est ceci égal à Q E' plus V vectoriel B' moins grand V vectoriel B'. Donc grand V, hein, de nouveau, c'est la vitesse relative des deux référentiels, et petit v, c'est la vitesse de la particule qu'on peut changer à volonté. Et donc on voit que pour que ces deux lois soient identiques, quelle que soit la vitesse de la particule mobile, de la particule test, eh bien on voit que le B' doit être égal à B. Donc le champ magnétique n'est pas affecté par un changement de référentiel galiléen dans la limite galiléenne, c'est-à-dire des faibles vitesses. Mais en revanche, on voit que E doit être égal à E' moins V
vecteur LB, donc où ici de nouveau un grand V est la vitesse du référentiel R' par rapport à R. Alors en toute rigueur c'est un B' ici, mais comme on a dit que B' est égal à B, ça peut aussi s'écrire comme E' est égal à E plus V vecteur LB. Donc on voit que, contrairement au champ magnétique, le champ électrique, lui, est affecté par un changement de référentiel. Donc on a cette loi dans la théorie galiléenne de changement de référentiel pour le champ électrique et le champ magnétique. Et ce que l'on voit, c'est que de façon tout à fait similaire avec la position et le temps pour les coordonnées d'espace-temps, eh bien, les changements référentiels galiléens vont mélanger le champ électrique et le champ magnétique. Et donc, de façon tout à fait similaire au cas des coordonnées d'espace-temps, des événements où l'on avait fusionné ces concepts d'espace et de temps dans un seul objet qui est le quadrivecteur qui vit dans l'espace-temps de Minkowski, eh bien, cette observation, le fait que par changement de référentiel, eh bien, la nature de E et la nature de B peuvent se mélanger, va nous amener à rassembler le champ électrique et le champ magnétique dans une seule entité qui est le champ électromagnétique. Et donc, l'idée, c'est de trouver l'objet mathématique, l'objet tensoriel, donc, de l'espace de Minkowski, qui va permettre d'unifier le champ électrique et le champ magnétique en un seul objet mathématique. Alors, on a pratiquement répondu à la question, puisque ici, on va avoir besoin d'un objet à 6 composantes, puisque le champ E et le champ B vont avoir 6 composantes indépendantes. 3 composantes vont décrire un vrai vecteur, et 3 composantes vont décrire un pseudo-vecteur. Bon, pas de surprise, on a vu à la fin du chapitre précédent que il y a un objet mathématique qui répondait à ces deux attentes, qui est un tenseur, un quadritenseur de rang 2, antisymétrique. Puisque si je considère donc f mu nu, défini ainsi, donc ainsi on va le prendre doublement covariant, donc avec ici une composante qui va être pseudo-vectorielle, dont les bx, by et bz vont décrire un pseudo-vecteur, et on va associer à ce pseudo-vecteur le champ magnétique. Et ici, les composantes temporelles f0i avec i égale x, y ou z vont correspondre au champ électrique. Et bien on va voir que cet objet-là va nous permettre de comprendre un certain nombre de propriétés du champ électromagnétique dans le cadre relativiste. Alors ici j'ai mis un coefficient lambda, tout simplement déjà pour des questions d'homogénéité, puisque on veut que tous les éléments du quadritenseur aient la même dimension, et E et B n'ont pas la même dimension. Donc j'ai mis ce facteur lambda pour garantir que la dimension de tout le monde sera la même, donc homogène à un champ magnétique. Alors pour savoir la dimension de ça, il suffit de se souvenir la loi E égale CB qui vous donne l'amplitude des champs électriques et champs magnétiques d'une onde électromagnétique, d'une plane électromagnétique, qui vous dit donc que lambda va avoir la dimension de l'inverse d'une vitesse. Alors pour trouver la valeur de lambda, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire les lois de changement de référentiel pour f mu nu et ajuster lambda de façon à retrouver la loi galiléenne que l'on avait vue tout à l'heure. Alors pour écrire cette loi de changement de référentiel, on va utiliser le fait que f mu nu est un tenseur qui est doublement covariant, donc on va avoir dans un nouveau référentiel f' mu nu qui va être égal à lambda, donc mu prime fois mu, lambda mu prime fois nu, fois f de mu prime nu prime. Donc voilà, ça c'est la loi de changement de référentiel pour un tenseur doublement covariant, où là les lambdas ce sont les matrices de changement de référentiel, les matrices de Lorentz, mais pour les vecteurs de base. C'est pas pour les coordonnées. Nous on a écrit les transformations de Lorentz pour les coordonnées qui sont des composantes contravariantes, et vous vous souvenez que les coordonnées contravariantes et les vecteurs de base se transforment avec des matrices qui sont inverses l'une de l'autre. Donc ça veut dire que les lambdas qu'on écrit ici en fait sont les matrices inverses des matrices de changement de référentiel pour les transformations de Lorentz. Donc ce que je veux dire concrètement par là, c'est que la loi de changement de référentiel pour le temps x'0, c'est gamma x0 moins bêta x1, x'1 c'est gamma x1 moins bêta x0, et puis on a que x'2 est égal à x2 et x'3 est égal à x3, donc on ne change pas les coordonnées y et z. Ça veut dire que la coordonnée lambda 0, 0, ça va être gamma, et lambda 1, 0, ici on a moins bêta gamma
pour la transformation des coordonnées contravariantes. Si vous faites la transformée inverse pour les coordonnées covariantes, bah, ça revient à changer V en moins V, donc à changer bêta en moins bêta, donc ça va être égal à bêta gamma. Et de la même façon, lambda 1, 1, ça va être égal à gamma, et lambda 0, 1 va être égal à bêta gamma, et puis on va avoir ensuite lambda 2, 2 égale lambda 3, 3 est égal à 1, ça c'est en raison de cette propriété-là, et puis tous les autres éléments de matrice de lambda vont être égaux à 0. Alors, on va pas faire toutes les composantes de E et de B, je vais juste en faire deux, et puis si vous voulez, vous pourrez faire les autres. Donc commençons par F01. Alors F01, c'est lambda fois EX, et donc on va avoir F'01 qui va être égal à lambda mu'0, lambda nu'1 fois F mu'. Alors quand je vais faire cette somme, déjà je vais faire par exemple la somme sur mu', et je vois que les seuls éléments non nuls vont correspondre à mu' égale à 0 et mu' égale 1. Donc ça va être aussi égal à lambda 0, 0, lambda nu'1, f de 0 nu', plus lambda 1, 0, lambda nu'1, f de 1 nu'. Alors ensuite on utilise le fait que f est une matrice antisymétrique. Donc à ce moment-là, je vois ici de nouveau, hein, comme j'ai un 1, nu' peut valoir soit 0 soit un 1, pareil ici, nu' peut valoir soit 0 soit 1. Mais ici, comme j'ai déjà un 0 ici, eh bien nu' ne peut pas être égal à 0, donc ça veut dire que nu' va être égal à 1. Et donc ça va être lambda 0, 0, lambda 1, 1, f de 0, 1. Et plus de la même façon, ici, nu' peut être 0 ou 1, mais nu' ne peut pas être égal à 1 puisqu'il n'y a pas d'élément diagonal sur f. Donc ça veut dire que nu' est égal à 0. Donc je vais avoir en plus lambda 1, 0, lambda 0, 1 fois f de 1, 0. Et en utilisant l'antisymétrie de f, ça c'est f1, 0, c'est aussi égal à moins f0. Et donc finalement, ce qu'on a, c'est que ici j'ai un gamma fois f0, 1, moins bêta gamma fois bêta gamma fois f0. Et donc on trouve que c'est gamma carré fois 1 moins bêta carré fois f0,1. Donc gamma carré fois 1 moins bêta carré, bah, c'est 1. Et donc on voit que f'01 est égal à f'01. Donc la composante x du champ électrique n'est pas affectée par un changement de référentiel. Alors maintenant, poursuivons. Regardons la composante y du champ électrique. Donc ça va correspondre à f02. Donc on a vu que c'était lambda fois EY. Et donc on va avoir pareil, hein, f'02 qui va être égal à lambda mu'0, lambda nu'2 fois f de mu'. Alors là c'est encore plus rapide puisque ici on a vu que le seul élément de matrice non nulle pour les matrices de Lorentz vont correspondre à, dans le cas où un des indices vaut 2, c'est lambda de 2, c'est l'élément diagonal lambda de 2 qui va valoir 1 à ce moment-là. Donc ça impose à nu' de valoir 2. Donc ça c'est simplement égal à lambda mu'0 fois f de mu' fois 2. Et donc, bah, comme avant, hein, à cause de cet élément de matrice-là, seul mu' égale à 0 et mu' égale 1 vont subsister. Et donc, on va avoir que ça, c'est égal à lambda 0, 0, f de 0, 2, plus lambda 1, 0, fois f de 1, 2. Donc, lambda 0, 0, c'est gamma. F de 0, 2, ça va être EY fois lambda. Et lambda 1, 0, c'est plus bêta gamma, fois F1,2, pardon, c'est moins BZ. Et donc, si on divise tout par lambda, on voit que E' de Y va être égal à gamma, facteur de EY, moins bêta BZ sur lambda. Alors, si on se souvient de la loi de transformation pour les référentiels galiléens, pour la transformation galiléenne, on avait que E' est égal à E plus V vectoriel B, donc E'x, E'y, E'z est égal à Ex, Ey, Ez plus V00 vectoriel Bx, By, Bz. Donc ça nous dit que E'x
est égal à EX, pour la première coordonnée, puisque je vais avoir 0, 0, et E'Y est égal à EY plus, moins V fois BZ. Donc si on identifie cette expression-ci à cette expression-là, dans la limite des petites vitesses, eh bien le gamma va tendre vers 1, à l'ordre 1. Et donc ici, on a un V sur C fois lambda. Et donc je vois que pour que ces deux quantités soient égales, il faut que lambda soit simplement égal à 1 sur C. Donc cette identification de la loi de changement de référentiel pour le champ électrique va nous permettre d'identifier lambda à 1 sur C de façon à ce que les deux lois de transformation du champ électrique coïncident dans la limite des basses vitesses. Donc on peut généraliser tout ça. Donc on voit évidemment que pour EZ, on va avoir quelque chose d'assez similaire, simplement on a changé le signe plus en un signe moins ici. Et puis le champ magnétique, lui, contrairement à ce qui se passe dans le cas galiléen, eh bien, il est lui aussi affecté par les transformations de Lorentz. Alors dans la direction X, il n'y a pas de modification, mais en revanche, en direction Y et Z, eh bien, on a une modification du champ magnétique vu par l'observateur. Et donc ça permet de symétriser le rôle de E et de B, puisque en relativité galiléenne, le champ électrique est affecté et pas B. Ici, les deux sont affectés, exactement comme le temps et l'espace sont affectés de façon symétrique dans les transformations de Lorentz. Et donc, comme on l'a vu, on prend lambda égale 1 sur C pour retrouver le cas galiléen dans la limite des faibles vitesses. Alors, nous allons voir que cette loi de transformation des champs référentiels pour le champ électrique et le champ magnétique permet de mettre en évidence l'unité qui existe entre les deux phénomènes, électrique et magnétique. Et nous allons voir que ces relations de changement de référentiel vont nous permettre d'établir un certain nombre de résultats physiques et de revisiter les grands principes du magnétisme à la lumière de la relativité. Alors la première chose que nous allons faire, c'est reprendre le problème le plus simple d'électrostatique que vous connaissez, qui est la particule ponctuelle chargée, dont vous savez, d'après la loi de Coulomb, lorsqu'elle est immobile, possède un champ électrique qui est en Q sur 4 pi epsilon 0, R' sur R3, donc c'est la loi de Coulomb du champ électrique qui est radial et 1 sur R cube. Évidemment, comme la particule est immobile, il n'y a pas de champ magnétique. Donc on va partir de ce principe-là, de cette hypothèse-là, et nous allons utiliser le principe de relativité pour déduire le champ électrique et le champ magnétique créés par une particule en mouvement. Donc ensuite on va passer au cas un peu plus général où la particule Q se déplace à la vitesse v, et on va essayer de calculer le champ électrique et le champ magnétique en un point R repéré par les coordonnées polaires, donc Rθ. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que si on revient dans le référentiel de la particule, eh bien on doit retrouver ce champ E' et ce champ B', et donc c'est ce qui va nous permettre de fixer le champ électrique en un point de l'espace créé par la particule en mouvement. Donc imaginons que on se place à l'instant t égale à 0 et que, par convention, à t égale à 0, notre particule est à l'origine du référentiel R, donc du référentiel du laboratoire. Donc maintenant, je veux calculer le champ électrique au point R quelconque du référentiel du laboratoire. Donc la première chose que je dois faire, c'est trouver les coordonnées correspondant à R dans le référentiel R', dans le référentiel de la particule. Je vais utiliser pour ça les transformations de Lorentz, donc j'ai que x' est égal à gamma x moins bêta ct, et y' égale y. Donc là, je regarde quelque chose qui se passe à t égale à 0, donc j'ai pas ça. Donc j'ai x' égale gamma x et y' égale y. Alors à ce moment-là, au point donc, de coordonnées x', y', par définition, donc, la particule est à l'origine du référentiel R', et donc le champ E' au point x', y', ça va être q sur 4 pi epsilon 0, fois le vecteur x', y', divisé par 1 sur racine de x' carré plus y' carré au cube. Et donc, si je remplace ça, x' et y' par leurs coordonnées en fonction de x et y, ça va être q sur 4 pi epsilon 0 fois gamma x, y,
fois 1 sur racine de gamma carré x carré plus y carré. Donc maintenant, je connais le champ électromagnétique dans référentiel R'. Il a pour coordonnées donc les E' qui sont là, puis B' est égal à 0. Donc maintenant, je vais appliquer la relation de changement de référentiel pour le champ électrique et le champ magnétique pour repasser dans le référentiel R. Et donc, comme B' est égal à 0, eh bien, la relation de changement de référentiel est très simple pour le champ électrique, puisqu'on va voir que EX est égal à E'X. Il n'y a pas de changement de champ électrique dans la direction X, ça on le sait déjà. Et puis, EY va être simplement égal à gamma E'Y. Donc je reprends les lois de tout à l'heure, dans le cas où B est égal à 0. Et donc, ce que ça revient à faire, ça revient simplement à prendre le champ électrique qui est ici, puis multiplier le Y par gamma, et donc on va voir que E a pour coordonnées gamma sur Q sur 4 pi epsilon 0 fois X, Y, multiplié par 1 sur racine de gamma 2 x2 plus y2 au cube. Bon, bah après on a terminé, parce que si je sors le gamma qui est ici, donc je vais avoir un gamma 3 qui va me sortir un gamma carré ici, q sur 4 pi epsilon 0, gamma moins 2, pardon, q sur 4 pi epsilon 0 xy fois 1 sur racine de x2 plus y2 fois 1 sur gamma carré, c'est 1 moins bêta 2 puissance 3,5. Donc x2 plus y2 c'est r carré, et puis y2 bêta 2 ça va faire un moins bêta 2 r carré sinus carré θ, voilà, puisque y c'est r sinus θ. Et donc en définitive, ce qu'on trouve, c'est que le champ électrique c'est q sur 4 pi epsilon 0 xy fois donc gamma moins 2 c'est 1 moins bêta 2 divisé par je sors le r carré, ça me fait un r cube fois 1 moins bêta 2 sinus carré θ puissance 3. Et donc on trouve cette loi pour le champ électrique, qui est que E est égal à Q sur 4 pi epsilon 0, R sur R3, fois 1 moins bêta 2, racine de 1 moins bêta 2 sur sinus carré θ. Donc on retrouve la loi habituelle, hein, et un facteur cinématique ici, qui est anisotrope, qui va dépendre de θ. Donc le champ électrique créé par une particule en mouvement va être anisotrope. Pour le champ magnétique B, bah, c'est extrêmement simple, hein, puisque il suffit de prendre le champ électrique dans le référentiel R', et utiliser la loi de nouveau de changement référentiel, sachant que de nouveau B' est égal à 0, pour obtenir B égale V vectoriel E sur C carré. Vous avez qu'à vous reporter à la formule de la slide précédente pour trouver cette relation-là, il n'y a aucune difficulté. Donc on connaît là aussi le champ magnétique créé par cette particule en mouvement. Alors, comme j'ai dit, ces lois de changement référentiel pour le champ électrique et le champ magnétique vont nous permettre de déduire très simplement deux phénomènes qui sont emblématiques du magnétisme, qui sont d'une part l'induction, via son incarnation sous la forme du rail de Laplace. Alors vous savez que quand vous prenez un circuit comme ceci, que vous le plongez dans un champ magnétique et que vous avez une des parties du circuit qui est mobile, qui se déplace à la vitesse v, eh bien, il va apparaître une EFM aux bornes du barreau. Et cette EFM, elle est très facile à comprendre, puisque même si vous supposez qu'il n'y a pas de champ électrique dans le référentiel du laboratoire, si vous placez dans le référentiel du barreau qui est en mouvement, eh bien d'après la loi, même la loi relativiste, non relativiste, la loi galiléenne de changement de référentiel pour champ électrique, eh bien on a E' égale E plus E vectoriel B. Donc le champ E', c'est le champ E dans le référentiel du laboratoire, plus V vectoriel B. Donc il s'ajoute un champ électromoteur, V vectoriel B, dû au mouvement du barreau. Et c'est ce champ électromoteur qui va être responsable de l'induction dans le circuit. Vous voyez que c'est directement une conséquence de la loi de changement de référentiel pour le champ électrique. L'autre aspect, c'est la loi de Biot-Savart. C'est-à-dire cette loi de Biot-Savart, vous savez, c'est celle qui vous donne le champ magnétique créé par un circuit, ceci une spire, parcouru par un courant I. Là, c'est tout simplement une conséquence du calcul que l'on a vu tout à l'heure, qui est que le champ magnétique créé par une particule qui se déplace en mouvement rectiligne uniforme, donc là on va faire l'hypothèse que l'accélération des particules est suffisamment faible, donc le mouvement peut être en première approximation décrit comme étant localement rectiligne uniforme, et le champ magnétique B
va être égal donc à V vectoriel E sur C2. Et donc si on suppose qu'on est faiblement relativiste, on va pouvoir oublier tous les facteurs cinématiques en 1 moins bêta carré, etc., sin 1 moins bêta carré sinus carré θ, et utiliser pour eux simplement la formule de Coulomb. Et donc ça va être Q sur 4pi epsilon 0, V vectoriel R sur R3, C carré. Donc ça va être mu 0 sur 4pi, V vectoriel R3, V vectoriel R sur R3. Où j'ai utilisé le fait que epsilon 0 mu 0 C2 est égal à 1. Donc voilà, ça c'est le champ magnétique créé par une particule toute seule, non relativiste. Et donc ce qu'on va simplement faire, c'est sommer ces champs magnétiques pour toutes les particules, tous les électrons du circuit. Donc le champ magnétique B, ça va être l'intégrale sur tout le circuit de la densité d'électrons fois mu 0 sur 4pi, V vectoriel R sur R3. Et ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le fait que quand vous regardez J des 3R, c'est aussi égal à IDL pour un circuit filiforme, et donc c'est aussi égal à QN V des 3R'. Et donc ce que je viens de vous dire revient à dire que, donc de nouveau, lorsqu'on est à une vitesse V très petite devant C, eh bien le champ magnétique c'est mu 0 sur 4pi, donc c'est le mu 0 sur 4pi qui est ici. V vectoriel R sur R3, donc c'est une partie du I qui est là, R sur R3. Et puis on avait intégré sur la densité totale, fois la charge Qn, pour créer le idéal qui est ici. Donc on voit ici que la forme, la loi de Biot-Savart finalement, provient simplement de la loi de Coulomb, à laquelle on a appliqué le principe de relativité. Mais alors là, on a besoin de la relativité restreinte, vous voyez, parce que dans la relativité galiléenne, eh bien, le champ magnétique est invariant par changement de référentiel. Ce n'est que parce que on a introduit la relativité einsteinienne, et donc on a fait intervenir C explicitement dans les lois de changement de référentiel, qu'on a pu faire apparaître donc mu 0, que l'on a abouti à cette loi de Biot-Savart. Et donc, ce qu'on peut, ces deux constatations, on peut les résumer en disant finalement que le magnétisme, ce n'est rien d'autre que l'électrostatique auquel on a rajouté la relativité d'Einstein. Alors, pour conclure cette partie, je voudrais revenir sur notre point de départ, qui était de définir le champ électrique et le champ magnétique à partir de leur action sur la matière, et à partir de la force de Lorentz. Et ce que je voudrais faire ici, c'est essayer de retrouver cette force de Lorentz, en tout cas de généraliser cette force de Lorentz dans un cadre relativiste. Parce que ce qu'on a fait, strictement parlant, c'est d'utiliser la force de Lorentz dans sa limite de basse vitesse, celle que vous connaissez en mécanique classique. Alors, ça n'enlève en rien à la définition pragmatique opératorielle de E et B, puisqu'il suffit de faire l'expérience que je décrivais, de lâcher une particule, un électron dans l'espace et de voir comment il se déplaçait. On va juste avoir une restriction qui est que la vitesse de votre électron la vitesse initiale doit être faible devant C. Mais à part ça, ça change absolument rien à la procédure que l'on a définie. Alors, pour arriver à cette généralisation, on va déjà se poser la question de pourquoi est-ce que finalement on a besoin d'un tenseur de rang 2 pour décrire le champ électromagnétique. Alors on a déjà vu une première réponse dans le cadre de la relativité, c'était que si je prends un tenseur de rang 2, j'arrive à caser dedans un champ électrique, un vecteur et un pseudo-vecteur. Mais plus fondamentalement, un tenseur de rang 2, ça peut décrire donc une forme bilinéaire, mais ça peut aussi décrire une application linéaire. Et l'application linéaire en question, eh bien, elle existe déjà en relativité, en mécanique classique, puisque si je prends E égale à 0, la force de Lorentz, c'est dp sur dt égale qv vectoriel b. Et vous voyez qu'il y a une relation linéaire qui relie la vitesse à la force. Et donc B, vous savez, donc c'est un pseudo-vecteur. Un pseudo-vecteur, c'est en fait une matrice antisymétrique. Cette matrice antisymétrique est en fait une application linéaire. Et cette application linéaire, c'est l'application qui, justement, à la vitesse, fait correspondre la force. Et donc on peut interpréter, si vous voulez, le champ magnétique comme étant, d'un point de vue formel, comme étant une application linéaire qui, à une vitesse, fait correspondre une force. Et ce que je voudrais vous montrer là, c'est que dans le cadre relativiste, on va pouvoir généraliser cette définition en termes d'application linéaire, en termes de relation entre la vitesse et la force,
au cas du champ électrique. Parce que là, pour le moment, dans la physique non relativiste, si je rajoute un QE, j'ai plus de relation linéaire, j'ai une relation affine, mais c'est pas une relation linéaire. Et je voudrais vous montrer qu'en se plaçant maintenant dans l'espace-temps de Minkowski, en exprimant ces relations en termes de quadrivecteurs, eh bien, on va pouvoir donner à F menu ce statut donc d'application linéaire qui a une quadrivitesse fait correspondre à une quadriforce. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la force de Lorentz, celle que vous la connaissez, on va essayer de la triturer de façon à lui donner une forme qui va être covariante. Alors vous allez voir que c'est la façon dont on va procéder est un petit peu arbitraire, et on verra dans le cours suivant comment est-ce qu'on peut lui donner une justification plus systématique en généralisant ce qu'on avait vu sur le formalisme lagrangien des particules libres pour inclure un champ électromagnétique. Alors en tous les cas, je m'en tiens à ce qu'on avait dit pour le moment. Je pars de l'équation dp sur dt égale q plus v vectoriel b, qui est la formule que vous connaissez en mécanique classique, pardon, et je voudrais lui donner une forme qui soit manifestement covariante, c'est-à-dire l'écrire sous la forme de tenseur, à l'aide de quadrivecteurs, de tenseurs, etc., etc. Alors la première chose que je vais faire, c'est, vous vous souvenez, hein, quand on a un dt ici, c'est pas forcément quelque chose de très agréable, on préfère plutôt paramétrer la trajectoire de la particule à l'aide de son temps propre, et pour faire intervenir le temps propre, je vais simplement tout multiplier par gamma, ici et là, de façon à ce que j'ai un dt sur gamma qui n'est rien d'autre que des taux. Donc ici pour le P ici, l'impulsion, a priori donc en physique classique on va prendre pour P mv. Là ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que pour P, je vais prendre l'impulsion relativiste, c'est-à-dire gamma mv. Et je vais écrire que ça c'est donc la ième composante de la dérivée par rapport au temps propre de la quadri-impulsion. Alors si j'écris ça en termes, ensuite le E et le vecteur LB en termes tensoriels, on va dire, j'ai que gamma dpi sur dt est égal à donc q fois gamma ei, donc ça c'est ei fois gamma, plus epsilon ijk vjbk, ça c'est le produit vectoriel qui est là, fois gamma. Bon, là pour le moment j'ai rien fait, la seule chose que j'ai faite c'est j'ai dit je vais remplacer mon P égale mv par gamma mv, c'est tout pour avoir la quadri-impulsion. Donc comme j'ai dit ici, on a gamma sur dt, c'est 1 sur d taux, ou dt sur gamma c'est d taux. Et ensuite, les termes qui sont ici, on va reconnaître un tas de choses. Tout d'abord, gamma, vous vous souvenez que c'est U0 sur C. C'est la composante temporelle de la quadrivitesse. EI sur C, c'est une des composantes temporelles du tenseur de Faraday, puisque c'est F0i. Donc je vais apparaître ici F0i. Ensuite, dans le terme suivant, de nouveau, j'ai la quadrivitesse, donc j'ai les composantes spatiales de la quadrivitesse, gamma Vj, donc ça c'est de nouveau, vous vous souvenez que dans l'espace euclidien, quand j'écris les composantes covariantes, contravariantes, il n'y a pas de distinction, simplement je représente en réalité la composante contravariante d'un vecteur. Donc ça c'est la quadrivitesse, U, J en haut, et puis le epsilon IJK BK, eh bien c'est rien d'autre que moins FIJ. Donc voilà, donc quand j'écris ça, j'ai cette relation. Alors, ça ressemble à quelque chose d'à peu près tensoriel, simplement, vous voyez bien que ici j'ai un problème, c'est que j'ai un i en haut et un i en bas. Donc pour que ce soit vraiment tensoriel, il faut que je remonte les indices. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais abaisser les indices de la quadrivitesse. Alors quand je vais faire ça, pour le temps, ça va rien changer. Quand je vais abaisser l'indice de la quadrivitesse, je vais avoir un moins UJ ici. Et pareil, donc quand je vais monter les indices du tenseur de Faraday, chaque fois que je vais monter un indice spatial, je vais mettre un facteur moins 1. Donc ici, pour monter IJ, je vais juste avoir moins FIJ en haut, puisque je vais avoir 2 fois moins 1, ça va rien changer. Et F0I, eh bien, quand je vais le monter, je vais monter un seul indice spatial, donc ça va être égal à moins F0i en haut, mais comme F est antisymétrique, ça va être aussi égal à FI0. Et donc, si vous rassemblez tout ça ensemble, vous avez un FI0 fois U0 en bas, et puis ici un FIJ fois UJ en bas, donc le moins va s'en aller. Et donc tout ça, quand je vais sommer, en fait,
je vais avoir l'indice 0 qui est l'indice temporel ici, et J qui est l'indice spatial là. Et donc finalement j'ai une somme sur les 4 coordonnées d'espace-temps de cet objet-là, qui est que dpi sur dτ, avec i en haut et tau, donc le temps propre réel en bas, est égal à q fois f i nu fois u nu, donc où nu peut valoir 0 dans ce terme-là, et peut valoir une composante spatiale, j, dans ces termes-là. Donc vous voyez que cette équation de Lorentz, à condition de remplacer l'impulsion par l'impulsion relativiste, correspond au début d'une équation tensorielle. C'est pas une équation tensorielle simplement parce que ici l'indice i ne correspond qu'aux composantes spatiales de la quadri-impulsion. On n'a pas la composante temporelle. Et donc ce qu'il faut faire pour avoir une équation qui soit complètement relativiste, c'est être capable aussi d'écrire une équation pour les 4 composantes de la quadri-impulsion. Et donc pour ça, il faut écrire la composante temporelle de cette équation-là. Or on sait que P0, la composante temporelle, c'est l'énergie divisée par C. Alors attention, hein, E ici c'est l'énergie, c'est pas le champ électrique. Donc P0 c'est E divisé par C. Et donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie, c'est le travail des forces électromagnétiques. Donc on va écrire simplement le théorème de l'énergie cinétique pour notre particule en champ magnétique. Alors on sait que quand on est dans un champ magnétique, eh bien le travail des forces magnétiques ne travaille pas, la seule force qui travaille c'est la force électrique. Et donc j'ai classiquement dE sur dt, ça va être égal à QE vecteur élevé. Et donc là, pour E, en principe, en mécanique classique, je prendrais mv carré sur 2, l'énergie cinétique. Ce qu'on va faire comme hypothèse, c'est qu'on va prendre pour E ici l'énergie relativiste, gamma mc carré. Et donc si vous voulez la composante 0 de la quadri-impulsion. Donc ce que je vais faire, c'est exactement comme tout à l'heure, hein. Je vais multiplier par gamma, divisé par c, donc je vais gamma et c là. Et donc ça va être égal à gamma v, je reconnais la quadri-impulsion. Ici, la quadri-vitesse, pardon. Ici, E sur C, je reconnais les composantes du tenseur de Faraday F0i. Et donc vous convainquez immédiatement que cette équation-là peut s'écrire sous forme plus compacte. dp0 sur dτ, donc la dérivée de la composante temporelle de la quadri-impulsion, pardon, dérivée par rapport au temps propre, c'est Q fois F0 nu, U nu. Donc F0 nu, tout simplement parce que vous avez les composantes spatiales temporelles du tenseur de Faraday qui correspondent au champ électrique. Il n'y a pas de nu égal à 0 puisque F00 est égal à 0, le tenseur de Faraday est antisymétrique. Et U nu, c'est les composantes de la quadri-vitesse, donc de nouveau, on ne fait intervenir que les composantes spatiales parce que, en raison du tenseur de Faraday, les composantes temporelles de la quadri-vitesse n'interviennent pas. Et donc vous voyez que finalement le terme du moment de l'énergie cinétique complète notre théorème fondamental de la dynamique pour la force de Lorentz. Et donc au total, en prenant ces deux équations, la force de Lorentz et le théorème du moment de l'énergie cinétique, eh bien on est capable d'écrire une équation purement tensorielle, qui est que dp mu sur dτ, donc la dérivée de la quadri-vitesse par rapport au temps propre, est égale à qf mu nu fois u nu, donc la contraction du tenseur de Faraday fois la quadri-vitesse. Et vous voyez que ici, f mu nu récupère son statut d'application linéaire qui, à une quadri-vitesse, eh bien, fait correspondre la quadri-force qui s'exerce sur la particule chargée. Et donc ça nous permet de justifier de nouveau, dans ce cadre-là, que f mu nu, le champ électromagnétique est représenté par un tenseur de rang 2 parce que c'est finalement, fondamentalement, une application linéaire qui a une vitesse ou une quadri-vitesse fait correspondre une quadri-force. Alors ce qui est remarquable aussi, c'est que le fait d'avoir écrit cette équation sous forme tensorielle nous garantit que sa représentation explicite en termes de position, temps, etc. va être la même dans tous les référentiels galiléens. Ça veut dire quoi ? Donc cette équation-ci, cette équation-là sont complètement équivalentes à celle-ci. On les représente de façon différente, mais formellement, elles représentent exactement la même chose. De nouveau, à condition de prendre les bonnes expressions pour P et E. Et ce que l'on a dit lorsqu'on avait étudié le formalisme tensoriel, c'est que écrire les équations de cette forme-là nous garantissent que les équations physiques vont prendre toujours la même forme dans n'importe quel référentiel. Ça veut dire que dans n'importe quel référentiel, eh bien, galiléen, on va avoir l'équation du mouvement d'une particule chargée va être donnée par dp sur dt égale QE plus E vecteur LB. Et la puissance des forces va toujours être égale à QE scalaire V. Et ça, c'est vraiment fort parce que
Si je voulais démontrer ça explicitement, qu'est-ce que je devrais faire? Donc imaginons qu'elle soit vraie, cette équation, dans un référentiel galiléen. Si je veux tester qu'elle est vraie dans un autre référentiel galiléen, ce que je vais faire, c'est que je vais faire subir à P une transformation de Lorentz, à T une transformation de Lorentz, à E et à B une transformation de Lorentz, et enfin à V une autre transformation de Lorentz via la loi de composition des vitesses pour les référentiels galiléens. Vous voyez, on va composer donc 1, 2, 3, 4, 5 compositions différentes, et qui sont pas particulièrement très simples, et à la fin, ce que l'on constate, c'est que on va simplement avoir que dp' sur dt' est égal à q e' plus v' vecteur lb'. Donc on peut faire ce calcul explicite, donc composer les 5 transformations que je vous propose, ou alors utiliser le fait qu'on est capable de réécrire cette équation-là sous forme tensorielle, et ça va nous garantir que dans tous les référentiels galiléens, les équations physiques, les équations du mouvement pour les particules chargées, vont garder exactement la même forme. Donc voilà, on en a fini avec cette introduction au formalisme tensoriel pour l'électromagnétisme. Donc, pour clore, juste un résumé rapide de ce qu'on a vu. Donc, d'une part, la notion de pseudo-vecteur, on a vu, et c'est surtout important en 3 dimensions, que ce qu'on appelle les pseudo-vecteurs en réalité ne sont pas des vecteurs, ce sont des matrices antisymétriques, et qui possèdent un certain nombre de propriétés analogues aux vecteurs. Mais néanmoins, l'analogie n'est pas complète, puisque lorsqu'on regarde comment ces pseudo-vecteurs se transforment sous l'effet d'un changement de référentiel, eh bien, ils ont des propriétés qui vont être différentes, notamment lorsque on va avoir des changements de référentiel ou des transformations qui vont modifier l'orientation de l'espace. Donc le champ électromagnétique est une entité unique dans le cadre relativiste que l'on encapsule dans le tenseur de Faraday, qui est un tenseur de rang 2, antisymétrique, dans lequel les composantes ici temporelles sont le champ électrique, et puis là, les composantes purement spatiales sont le champ magnétique. Et ce tenseur de Faraday, à ce stade-là, nous permet de généraliser la loi de Lorentz, la force de Lorentz au cadre relativiste, donc à des particules qui se déplacent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, puisqu'on peut réexprimer la force de Lorentz, l'équation du mouvement, sous la forme tensorielle suivante: dp mu sur dt est égal à q f mu fois uni. Et donc, comme on vient de le dire, ceci garantit que les équations du mouvement telles que vous les connaissez, habituelles, simplement dans lesquelles on a pris pour P et E les lois relativistes pour l'impulsion et l'énergie, eh bien, vont être valables dans tous les référentiels, et aussi pour des particules qui se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière. Donc voilà pour ce cours-là. Dans le cours suivant, on va continuer notre exploration de l'électromagnétisme dans le cadre relativiste, et nous allons montrer, comme je l'ai annoncé, que l'on peut généraliser l'approche lagrangienne que nous avions initiée pour regarder la mécanique d'une particule unique, une particule isolée, pour prendre en compte les phénomènes électromagnétiques, et nous allons donc retrouver dans ce cadre-là la force de Lorentz ainsi que les équations de Maxwell.